Cette armée grecque qu'une équipe de temps présent avait filmée il y a quelque temps, c'est elle qui a dû intervenir en force vendredi dernier pour venir à bout de la révolte des étudiants. Une révolte qui commençait à faire tache d'huile au sein de la population et qui ébranlait les bases mêmes du régime établi par Georges Papadopoulos. Au pouvoir depuis avril 67, Papadopoulos reste envers et contre tout l'homme fort de la Grèce. Chef de la junte qui avait mis fin au régime parlementaire, il avait pris le poste de Premier ministre. Cet été, il décidait de faire abolir par référendum la monarchie et, seul candidat, il se faisait élire président de la République. En fait, par-delà les hommes qu'il a choisis pour l'entourer, il est le régime à lui tout seul. Un régime qui, depuis plus de 6 ans, tout en poursuivant ses méthodes de répression, n'a jamais ménagé ses efforts pour s'implanter au sein de la population. Après bien des démêlés avec l'Église orthodoxe très influente, il avait par exemple réussi à trouver avec elle un modus vivendi. Cet été encore, M. Stylianos Patakos, qui était alors vice-premier ministre, pouvait vérifier au cours de l'une de ses tournées qu'au fond les choses n'allaient apparemment pas si mal pour ce qui reste toujours aux yeux d'une bonne partie de l'opinion grecque et internationale, le régime des colonels. Aidé en cela par le manque d'organisation d'une opposition toujours pourchassée, le régime avait réussi à convaincre bon nombre de Grecs qu'au fond il ne servait à rien de se dresser contre lui. En fait, le régime de M. Papadopoulos dispose de 2 atouts majeurs pour assurer sa longévité. Incarné en quelque sorte par la présence permanente des bâtiments de la 6e flotte au large des côtes grecques, il y a d'abord le soutien américain. Un soutien qui ne s'est jamais démenti, malgré de vives oppositions à Washington même. Pour les stratèges de l'OTAN, la Grèce représente un bastion stratégique de première importance. Les colonels d'Athènes ont su exploiter à fond ce facteur. LSE, come up Mickey Mouse. LSE, come up Mickey Mouse. L'autre atout majeur dont M. Papadopoulos a réussi à bénéficier jusqu'à présent, c'est le monde rural grec.
En jouant sur l'épouvantail du communisme, en tablant sur le conservatisme et sur la peur du désordre, grâce enfin à quelques mesures appropriées en faveur des paysans, le régime a réussi à s'assurer l'apathie ou même la neutralité bienveillante de ce secteur important de la population. Le retour en masse des touristes constituait par ailleurs une autre victoire du régime. Outre le flot de devises qu'il drainait vers le pays, il constituait un stimulant puissant pour l'économie locale. Cet afflux renouvelé de millions de personnes faisant fi de la nature du régime ou des conditions politiques, soucieuses uniquement de se faire photographier sur l'acropole, était le meilleur support d'une propagande basée sur les thèmes de l'assainissement politique et de l'essor économique. Toutes les tragédies grecques que nous connaissons. En passant par l'acropole avec le sabot, avec le sabot dans un euro, avec le sabot. C'est moi qui regarde. Depuis 1967, 6 années ont passé. Est-ce qu'on peut dresser un bilan des réussites du régime? Le régime a marqué beaucoup de succès dans plusieurs secteurs pendant ces 6 années de pouvoir. Il a promu le développement économique de la Grèce. Comme vous le savez, la Grèce a cessé d'être un pays économiquement sous-développé. L'augmentation du revenu national brut a atteint 8,7%. Le revenu per capita, qui était de $710 en 1967, atteint actuellement $1 200. Le régime a en outre posé les bases d'un programme gigantesque pour la modernisation de l'éducation ainsi que de l'administration. Dans tous les secteurs, il y a eu quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux que dans le passé. Certes, l'augmentation des dépenses publiques, une politique favorisant les investissements dans certains secteurs comme l'hôtellerie, la construction ou les chantiers navals, ont réussi et le régime peut se targuer d'une nette relance de l'activité économique. Cependant, il est indiscutable aussi que les fruits de cette expansion sont loin d'avoir été également répartis. Malgré les augmentations de salaire, les revenus ouvriers n'arrivent plus à suivre l'augmentation croissante du coût de la vie. L'absence de liberté syndicale accentue encore les craintes sur la sécurité de l'emploi. C'est ce climat de frustration, de revendications larvées, qui explique l'apparition des grèves interdites par le gouvernement au cours de l'année 73, pour la première fois depuis le coup d'État d'avril 67. C'est ce qui explique aussi que le taux d'absentéisme dans les chantiers navals, cette semaine, était tel que l'on pouvait parler de grève déguisée. En fait, cet essor économique ne semble pas si séduisant aux yeux des travailleurs grecs émigrés à l'étranger. Comme vous savez peut-être, il y a à peu près 250 à 300 000 ouvriers qui sont déjà en Allemagne. Tous ceux-là sont grecs. On tâche de les faire revenir ici. Mais naturellement, peut-être qu'un jour ils reviendront. Mais pour le moment, je crois qu'ils se trouvent assez bien posés là-bas. Vous avez essayé de les faire revenir? Nous avons essayé, nous avons envoyé aussi des gens d'ici pour faire des propositions pour qu'ils viennent ici avec de bons salaires, etc. Il y a quelques qui sont revenus et aussi ils ne souffrent pas du mal du pays quelquefois. C'est avant tout une question de salaire, je présume. Question de salaire, nous avons augmenté tout ce que nous aurions pu, c'est-à-dire pour être compétitifs, naturellement, parce que si nous augmentons à des niveaux d'Allemagne, on n'est plus compétitif. Combien gagne un ouvrier spécialisé?
Je vais donner la moyenne peut-être de tous les ouvriers. C'est par 8 heures, il est payé par 8 heures. Il gagne dans les 180 drachmes par 8 heures. Pour le visiteur étranger, cependant, les rues d'Athènes n'offraient très récemment encore qu'un spectacle tout à fait normal en apparence. Un spectacle qui rendait imperceptible au premier abord les remous qui agitent en profondeur une partie du pays. L'action des étudiants vendredi dernier aura été d'ailleurs une manifestation révélatrice de ces remous. Certes, le régime de M. Papadopoulos se vantait depuis l'été d'un certain nombre de mesures de libéralisation. On avait vu ainsi réapparaître à Athènes la presse étrangère, jusqu'alors soigneusement filtrée. Dans les kiosques de journaux, dans les librairies, un certain nombre de titres, jusqu'alors tabous, étaient de nouveau distribués librement. Mais la presse grecque elle-même, c'est-à-dire celle que lit l'écrasante majorité de la population, continue d'être étroitement surveillée, voire censurée quand la dissuasion et l'autocensure s'avèrent inopérants. Le gouvernement a mis au point un certain nombre de mesures, comme les interdictions de parution ou les amendes très lourdes, propres à décourager toute velléité de critique. Est-ce qu'il est possible d'être éditorialiste dans ce pays? You mean if one is really free to express one's own mind in writing? Yes and no. Vous voulez dire, peut-on exprimer librement son opinion? La liberté de la presse, en principe, permet de s'exprimer librement. Mais il y a tellement de pièges, la loi est tellement vague, qu'il est très facile d'être poursuivi pour des choses très légères et insignifiantes. Voyez le cas de Yanis Horn. Il a été mis en prison pour une erreur d'impression. Cependant, malgré les masques et les précautions, un certain nombre de titres de la presse grecque restent significatifs de la nature réelle du régime. Un régime aussi résolu qu'au premier jour de son existence, à faire taire toute voix qui s'élèverait contre lui. J'ai rendez-vous avec les polices tous les jours, car dans la porte de mon office, il y a toujours une voiture noire, une Fiat, qui me suit pendant toutes les fois que je sors de mon bureau ou de ma maison. C'est une prison morale. C'est une prison morale. Mon téléphone, n'est-ce pas, est suivi, n'est-ce pas, d'enregistrer toutes les conversations que je fais. Les lettres que je reçois sont ouvertes, n'est-ce pas? Je ne reçois pas plusieurs lettres, surtout de l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin, comme je vous ai déjà dit, d'avoir des tanks dans les rues. Il n'y a pas besoin d'abattre ou de battre les gens dans les rues. C'est les masses, la masse, n'est-ce pas, invisible
de la machine du gouvernement qui supprime la liberté de l'individu. Et ce que j'ai essayé de vous expliquer. Pour les touristes voyaient les gens sous le régime hitlérien, n'est-ce pas, pendant la période d'Hitler, prospères, n'est-ce pas, libres, gais, et n'avaient aucune impression, aucune suspicion qu'il y avait des camps de concentration. Vous savez qu'à 30 km de Munich, il y avait Dachau, et aucun des touristes qui visitait l'Allemagne hitlérienne nous a apporté un témoignage de cet engin, n'est-ce pas, de ces faits. Est-ce que des gens comme vous ont envie de dire aux touristes ce qui se passe ici? Mais toutes les fois que je vois un touriste, je lui dis, mais le peuple dans la rue, il a peur. Il a peur blanche, n'est-ce pas, de parler avec les touristes. Et si vous allez, vous, de poser une question, n'est-ce pas, on vous croira que vous êtes à la paix du gouvernement. Et il vous dira, mais je suis très heureux, oui, très bien, nous n'avons jamais été si heureux que nous sommes aujourd'hui. C'est les robots, n'est-ce pas? C'est une déception quand vous avez la dégradation de l'espèce humaine, de l'individu humain, n'est-ce pas? Quand vous voyez un esclave dire que je suis content de mon esclavage, qu'en pensez-vous? Vous n'êtes pas malheureux, n'est-ce pas, qu'un être humain se baisse tellement? Moi, je déplore. Moi, je pleure dans mon fort intérieur, n'est-ce pas? Les étudiants non plus ne semblent pas vouloir se résigner aux carcans dans lesquels voudraient les tenir M. Papadopoulos et ceux qui l'entourent. Une étudiante grecque qui tenait à garder l'anonymat pour des raisons évidentes témoigne ici. Les étudiants, ils ont commencé à revendiquer des choses purement universitaires, des libertés universitaires. Ils ont demandé des élections libres de leurs représentants, le départ des commissaires militaires du gouvernement qui contrôlaient tout, même les programmes de cours. Le gouvernement a répondu par ses lois de répression. Il a enlevé les sursis militaires, chose qui a provoqué des activités plus dynamiques pendant toute l'année universitaire 72-73. Après le changement du système politique... C'est-à-dire le vote de la nouvelle constitution. Exactement. Ils ont autorisé les étudiants qui étaient déjà à l'armée de suivre de nouveau leurs cours. Mais les lois restaient là, suspendues, pour contrôler toute activité dans l'université. Il y a les tribunaux de discipline qui peuvent chaque moment expulser les étudiants de toute l'université de la Grèce si ils jugent que leur activité ne convient pas pour le système universitaire. Est-ce que les troubles qui se produisent à Athènes indiquent une baisse de popularité du régime? Il faut voir tout d'abord qu'est-ce que ça signifie, la popularité, je veux dire. C'est une popularité qui se base sur la crainte. D'autre part, il y avait la propagande du gouvernement pour une expansion économique qui dépassait les frontières du pays même. Mais ça, c'est pas vrai. Les prix ont arrivé à un tel niveau que les Grecs ne peuvent pas se permettre. Par exemple, le prix du pain a augmenté de 5 drachmes à 18 drachmes la semaine passée. Les haricots de 16 drachmes à 80 drachmes. C'est des choses essentielles pour un peuple comme les Grecs. Et c'est ce mécontentement qui explique qu'une partie de la population ait rejoint les étudiants. Exactement. Ils ont commencé à s'intéresser à cette révolte des étudiants depuis l'année passée. Mais la crainte ne leur permettait pas de sortir dans la rue et revendiquer des choses qui étaient essentielles pour eux. Ce n'était pas seulement pour les étudiants. Parce que les étudiants, en même temps, ils demandaient des libertés pour le peuple. Et avec cette inflation et l'augmentation des prix, ils sont forcés maintenant de sortir dans la rue et demander, comme ils ont dit, plus de pain. Et plus de liberté. Plus de liberté, ça c'est sûr.
Mais je veux dire qu'ils ont très bien compris où est-ce qu'est arrivé ce gouvernement économiquement. Est-ce que vous pensez que la révolte étudiante est maintenant matée, qu'elle est liquidée? Non, je crois pas. Elle a réussi un coup à séduire ces derniers temps. On ne sait pas exactement le nombre de morts, ni le nombre de blessés. Il y a plusieurs qui sont à la clandestinité maintenant. Il y a des blessés dans les maisons qui n'osent pas sortir parce qu'ils vont être arrêtés. Mais ça peut pas s'arrêter. C'est des choses essentielles qu'ils demandent. Ils ne peuvent pas continuer à recevoir un enseignement supérieur sans avoir la liberté d'expression. Le mouvement n'est pas polarisé, c'est-à-dire il n'a pas une tendance vers un parti politique seulement. On a des groupes de libéraux, démocrates, communistes, d'extrême gauche. Ça n'a pas fini, ça vient de commencer. Cela ne fait que commencer, c'est aussi l'avis de l'opposition. Celle-ci trouve dans la révolte des étudiants un argument de plus pour continuer le combat contre M. Papadopoulos, après avoir refusé de participer aux prochaines élections. Nous avons rencontré à Paris M. Georges Milonas, ancien ministre et opposant au régime actuel. Depuis près d'un an, les étudiants semblent devenus le fer de lance de l'opposition au régime grec. C'est juste, je dirais, la jeunesse, pas seulement les étudiants des universités. Et c'est très intéressant qu'après 6 ans de dictature, ces jeunes gens qui avaient 12 ans ou 14 ans tout au plus quand ils sont entrés dans l'éducation secondaire et puis les universités, n'ont vécu vraiment que sous la junte. Et ça prouve comment ce régime n'a pas pu gagner, disons, le cœur de la jeunesse à un point tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas un qui est avec eux. Grande différence avec les régimes fascistes plus organisés du type, disons, allemand ou italien ou peut-être espagnol aussi, où ils ont des mouvements de jeunesse. Ça n'existe pas en Grèce. Et ce qui frappe dans les événements de ces jours, c'est que pour la première fois, les ouvriers se soient joints à la révolte. Oui, ça c'est juste, c'est très important. Je dirais que c'est, excepté les étudiants, c'est les ouvriers, pour des raisons, je crois, surtout sociales, mais aussi pour des raisons simplement idéologiques, qu'ils veulent la démocratie. Quand je dis sociale, je veux dire revendication économique. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que les étudiants et les ouvriers. La nuit du vendredi à samedi dernier, tout le peuple d'Athènes se trouvait dans les rues. Et c'est le moment qu'ils ont compris que, quand je dis ils, je veux dire les colonels, ils ont compris que ça commence à aller un peu trop loin, et c'est alors que les chars ont été ordonnés de sortir dans les rues, parce qu'ils se trouvaient devant une révolte populaire beaucoup plus générale. Je connais des cas, personnellement même, de gens qui sont des employés de banque, même des avocats, etc., pas des travailleurs seulement, qui y étaient. Alors, à votre avis, est-ce que le régime de M. Papadopoulos va encore se durcir? Il s'est déjà durci, bien sûr. On parle de 2500 arrêtés. Je viens d'apprendre en ce moment-ci que le chef de la droite, M. Kanellopoulos, le chef du centre, M. Mavros, sont entre les détenus. Il y a beaucoup de monde qui a été arrêté. Et je crois que c'est difficile de prédire, mais finalement, ils vont tâcher de revenir sur le petit jeu de la libéralisation, dans 2 mois, dans 3 mois, quelque chose comme ça. Mais une chose qui ne sera jamais vraie, jamais sincère. C'est un peu comme le Parlement portugais, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une liberté là? Il n'y en a pas. Aucune dictature n'est devenue, enfin, d'après ce que je me rappelle dans l'histoire, n'est devenue une démocratie. Les dictatures sont simplement renversées. Elles ne descendent pas de leur propre gré.